Oui, c'est vrai dans les récits. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gilles Platré, vous menez la liste associant Les Républicains, votre parti, Debout la France, le mouvement écologiste indépendant, le Nouveau Centre, et puis Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Vous êtes le maire de Chalon-sur-Saône depuis 2014. Professionnellement parlant, vous avez d'abord été journaliste avant de vous consacrer à l'histoire en créant votre société de recherche et de publication historique. Vous êtes en politique un proche de Laurent Wauquiez, qui vous avait nommé porte-parole de LR en 2017. Aujourd'hui, donc, vous briguez avec votre liste la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté. La règle du jeu est un peu la même que celle de la semaine dernière. Vous n'êtes pas en terrain inconnu. 10 minutes d'expression libre auprès de ces représentants du monde du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis ensuite, un petit échange entre nous de 20 minutes, éventuellement clos par quelques questions de la salle. Je précise que si notre rencontre n'est pas diffusée en live, elle est enregistrée et sera mise à disposition de l'ensemble des 20 000 salariés du secteur du bâtiment dans les tout prochains jours. Gilles Platré, je vous donne 10 minutes. Très bien, merci. J'ai un compteur quelque part, Non, c'est moi le compteur. C'est le compteur? Ouais. Je vais quand même regarder. Bien, merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de votre invitation. Je disais que les séquences s'amélioraient, puisque la dernière fois avec le MEDEF, on était seul sur scène, là on pouvait être assis et poser 2-3 notes. Je plaisante, mais je suis très heureux d'être avec vous, évidemment, parce que ce sont forcément des moments importants, que ces moments d'échange, qui vont, je pense quand même, si on se tient à ce qu'on dit, nous engager sur cette année. Le mandat régional va être long, plus long que d'habitude, et il va avoir forcément un enjeu important dans la mesure où nous sortons péniblement, mais nous sortons d'une crise épidémique qui va conditionner très certainement bien des habitudes, entraîner bien des changements, et à ce titre-là, nécessiter une intervention de la puissance publique qui puisse accompagner ceux qui créent de la richesse. Alors, peut-être dans ces minutes d'intervention en préalable, vous dire un petit peu la philosophie d'action qui est la mienne. Parce que, après on peut rentrer dans le détail, bien sûr, mais ce qui compte c'est de savoir comment est-ce que celui qui est devant vous et qui brigue la présidence de la région entrevoit l'action régionale. Moi, je vais d'abord peut-être tirer un premier constat de ce que nous ne sommes pas dans le meilleur de notre forme en ce moment en Bourgogne et Franche-Comté. Je considère pour ma part, c'est en tout cas le diagnostic qu'on a fait avec ceux qui m'entourent, que la région a perdu des parts de marché, qu'elle a augmenté ses impôts, qu'elle a augmenté ses dépenses de fonctionnement, qu'elle a multiplié des règlements tous plus contraignants les uns que les autres, notamment en direction du monde économique, qu'elle a sans doute mésestimé l'importance de cette compétence légale qu'elle possède du développement économique. C'est le chef de file sur le développement économique, et à ce titre-là, nous avons fait le constat qu'on était en deçà, notamment des grandes régions qui sont à nos portes et qui sont en concurrence directe. Je parle de l'économie globale, bien évidemment. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui de raccrochage, de rattrapage sans doute, et ça concerne le BTP comme l'ensemble des branches de l'économie régionale. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat sur la volonté qui est la nôtre, c'est d'abord, sans doute, de baisser les contraintes qui s'appliquent sur le monde réel. Qu'est-ce que c'est qu'une région? Et vous vous souvenez sans doute qu'on avait fini par cette question la dernière fois, c'était il y a une semaine. Vous m'aviez demandé qu'est-ce que c'est qu'une région qui réussit, ou en gros, comment vous estimeriez avoir réussi votre mandat. Une région qui réussit, c'est celle qui voyage léger. C'est celle qui accompagne les entreprises sans vampiriser l'économie réelle. Une région qui réussit, c'est une région qui réussit à baisser ses dépenses de fonctionnement en baissant ses prélèvements sur l'économie. Je ne suis pas un fanat de l'impôt. Je pense qu'on a fait une erreur lorsque, il y a 5 ans, en tout cas la majorité sortante, lorsqu'il y a 5 ans, elle a augmenté substantiellement un des leviers de fiscalité que la région possède, en l'occurrence la fiscalité sur les cartes grises. Vous vous souvenez sans doute qu'à l'époque, il y avait un choix à faire, puisque entre Bourgogne et Franche-Comté, les taux étaient radicalement différents. Et on a choisi d'aligner, voilà, ça c'est la facilité, sur le taux le plus haut, qui était le taux bourguignon, donc aux dépens de la Franche-Comté. Je trouve que c'est une erreur, et d'ailleurs on a dit qu'on reviendrait en arrière, demain si on est élu,
nous baisserons le niveau de la fiscalité sur les cartes grises à hauteur du taux qui était celui de la Franche-Comté en 2015, pour l'ensemble de la région bien évidemment. Donc ça c'est le premier élément si vous voulez, parce que on ne peut pas considérer qu'une région peut vampiriser, avoir un impact trop fort sur l'économie réelle. C'est la première des choses. La seconde, c'est la volonté que nous avons de ne pas surajouter d'impôts supplémentaires. Il n'y aura pas, si toutefois la loi nous donne la possibilité de ne pas le faire, il n'y aura pas d'écotaxe en Bourgogne et Franche-Comté. Je me permets d'insister là-dessus parce que vous connaissez les débats en cours au Parlement. Vous savez que c'est dans l'air. Moi, je ne suis pas favorable à ce que cette fiscalité supplémentaire pénalise d'abord et avant tout les entreprises d'ici. Nous avons la chance d'être une région où la logistique est importante. Nous n'avons pas à surtaxer ceux qui transportent les éléments nécessaires à l'économie réelle. Même si nous voulons développer le fret ferroviaire, même si nous voulons développer le fret fluvial, nous n'instaurerons pas l'écotaxe parce que ça n'est vraiment pas dans notre philosophie. Desserrer les contraintes, ça veut dire aussi revenir sur un document qui va, pour vos métiers et pour nos communes, avoir des conséquences dramatiques si nous n'y prenons garde. Je veux parler du SRADET, le schéma régional de développement durable et d'aménagement du territoire et d'égalité des territoires, qui est un document qui a été voté en juin de l'année dernière par la majorité sortante. Nous y sommes opposés. J'avais porté la parole à ce moment-là au nom de notre groupe d'opposition à la région. Ce document, en poussant jusqu'au bout la logique de zéro artificialisation nette des sols à l'échelle de 2050, va tuer les villages, puisque vous n'aurez bientôt plus le droit de bâtir des constructions nouvelles dans un grand nombre de zones. Je ne suis pas favorable à l'étalement urbain, je ne suis pas favorable au mitage, mais j'ai été élu, avant d'être maire de Châlons, j'ai été élu d'une commune de 800 habitants. Si nous n'avions pas eu à ce moment-là quelques terrains disponibles, alors, à coup sûr, nous n'aurions jamais pu accueillir de nouvelles familles, notre école aurait fermé, les derniers commerces auraient fermé, et personne ne s'y serait retrouvé. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu. Bien sûr, ce sont des objectifs légaux, mais la région a surajouté. Or, la région doit être le bouclier, et non pas celle qui attise les contraintes nationales, qui sont bien souvent des contraintes idéologiques. Donc nous réviserons le SRADET, ce n'est pas le seul élément du SRADET qui nous gêne. L'expansion débridée de l'éolien ne nous convient pas non plus. C'est un sujet un peu périphérique nous concernant, mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail à avoir sur la réécriture de ce schéma pour qu'on arrive, et je vous rappelle qu'il est juridiquement opposable au SCOT et au PLUI, donc ça veut dire qu'il concerne directement les décisions des communes. Et donc nous avons vraiment, en tout cas c'est l'analyse que nous en faisons, l'obligation de le réviser pour libérer un certain nombre de contraintes, ne pas surajouter par la norme régionale à la norme nationale. Libérer les énergies, desserrer les contraintes, c'est aussi assurer la lisibilité de l'intervention de la région. Aujourd'hui, la région intervient dans plusieurs centaines de règlements différents, à l'adresse des entreprises, à l'adresse des associations, à l'adresse de différents secteurs de l'économie. Ce sont de véritables usines à gaz. Cette campagne est forcément l'occasion de rencontrer un grand nombre de chefs d'entreprise. Je n'en ai pas encore trouvé beaucoup qui me vantent la lisibilité des dispositifs régionaux, dès lors qu'il s'agit de solliciter une aide au développement d'entreprises, à la formation. Tous me disent, ce sont des usines à gaz. Qui plus est, j'étais encore hier dans le Jura, avec un chef d'entreprise qui attend depuis maintenant 5 mois une réponse de l'administration régionale, qui a, alors c'est dans le domaine agroalimentaire en l'occurrence, qui a une intention d'embauche qui est bridée parce que la réponse n'arrive pas et qu'il n'a même pas l'interlocuteur qui peut lui donner un état de son dossier. Mais c'est pas surprenant, ça n'est même pas la faute des services de la région, c'est la faute de la complexité que nous avons mise dans la définition de nos règlements d'intervention. Donc libérer cette contrainte-là, ça veut dire simplifier administrativement les choses. Ça sera d'autant plus facile que nous créerons dans chaque département une maison de la région où vous pourrez, lorsque vous avez besoin de solliciter la région, aller trouver des interlocuteurs, agents, élus aussi, car il y aura des permanences d'élus, parce que nous voulons vraiment avoir une région décentralisée qui administre au plus près du terrain. Et je pense que l'économie a besoin de ce contact direct. Dernier point de mon propos liminaire avant de répondre aux questions,
le soutien à l'emploi régional. 1 euro de la région doit servir aux entreprises de la région. Et ça, je le dis avec une certaine force, sur la base de ce que j'ai déjà pu faire comme maire de Chalon-sur-Saône. Certains connaissent mon action dans cette salle, ils pourront infirmer ou confirmer ce que je dis. Nous voulons d'abord soutenir les commandes publiques avec une aide directe aux communes qui veulent investir. Aujourd'hui, la région n'a pas de lien direct et fonctionnel avec les communes. Or, vous savez très bien que dans l'investissement public, si la région elle-même a ses propres besoins, les communes portent une grande partie du besoin de la commande publique. Donc nous aurons un lien très fort avec les communes, encourageant leurs investissements et surtout étant à l'écoute de leurs besoins, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Typiquement, il y aura une conférence annuelle de tous les maires de chaque département avec le président de région pour définir une feuille de route annuelle sur les besoins des communes et donc l'aide financière que la région, qui est une force de frappe budgétaire importante, près de 2 milliards d'euros, peut leur apporter dans leur projet de développement. Nous soutiendrons de la même façon les particuliers. Vous connaissez les enjeux du changement climatique, de l'adaptation du logement, y compris d'ailleurs de l'adaptation du logement au vieillissement, vrai sujet aujourd'hui. Et il y a des sources extraordinaires d'investissement chez les particuliers, à condition qu'on les accompagne. Nous avons inscrit dans notre projet le fait que nous adapterons, nous financerons l'adaptation du logement des seniors avec d'autres collectivités, les départements, les CCAS aussi, mais pour permettre aux anciens de rester le plus longtemps possible chez eux. Ça, ce sont des chantiers en perspective. Et puis, je finis car je vois que j'ai déjà dépassé, sur le plan des marchés publics. Nous instaurerons la préférence régionale. Laurent Wauquiez l'a fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fonctionne. C'est possible. C'est possible, légalement. Je développerai cette question si vous me la reposez tout à l'heure. Nous instaurons aussi, parce que je ne suis pas un grand ami du travail détaché, à Chalon, nous avons instauré la clause Molière. Elle a été acceptée par le préfet. Ça fonctionne, donc on est en capacité de le faire. Et enfin, je finirai là-dessus, mais on pourra développer parce que c'est un enjeu important, puisqu'il y a des métiers en tension un peu partout, dans votre secteur comme dans d'autres. On a un vrai enjeu de valorisation de l'orientation professionnelle qui a été délaissé jusqu'à présent, et notamment en amenant les entreprises en milieu scolaire pour pouvoir dire aux jeunes quelles sont les filières qui recrutent et qui leur offrent des débouchés durables. Voilà, pardonnez-moi d'avoir un petit peu dépassé. Pas de souci, on poursuit sur ce sujet de la commande publique parce qu'il y a 2 points dans le... Alors vous avez vu que la FFB a édité un document dans lequel figurent 15 propositions à l'adresse des candidats aux élections régionales. Il est question sur ce sujet des marchés publics de la lutte contre les offres anormalement basses, d'une part, et d'autre part, de ces phénomènes de sous-traitance en cascade qui portent préjudice finalement à tout le monde. Votre position sur ces 2 points? Écoutez, j'en suis d'autant plus content, puisqu'on a des exemples très précis de sous-traitance dans certains marchés qu'on connaît bien et qui ont abouti à des catastrophes. Donc on est entièrement d'accord, j'ai lu les 15 propositions de la Fédération, je ne vois pas grand-chose à redire sur le détail de ce que vous demandez. Effectivement, aujourd'hui, il y a des logiques d'offres anormalement basses et il y a des logiques de sous-traitance en cascade qui sont polluantes pour la libre exécution et la bonne exécution des marchés. Et nous en souffrons, nous, dans notre commande publique, déjà dans les collectivités. Donc le fait de créer un certain nombre de mécanismes clapets qui nous éviteraient d'avoir finalement à trancher en observant rigoureusement les lois de la concurrence en faveur d'entreprises dont on sait très bien qu'elles vont, pardonnez-moi, saborder, je reste poli, saborder le chantier, directement ou indirectement en sous-traitant, c'est quelque chose qui nous va parfaitement. Donc sur ces enjeux-là, il n'y a aucun souci, bien au contraire à ce que la région durcisse son règlement pour pouvoir éviter ce genre de désagrément. C'est tout simplement, alors c'est dans l'intérêt des entreprises locales, j'en suis convaincu, mais c'est aussi dans l'intérêt de la bonne utilisation de l'argent du contribuable. Je reprends votre intervention à rebours. Un des derniers mots que vous évoquiez, c'était celui de l'orientation. Effectivement, le président, dans son ouverture tout à l'heure, évoquait les tensions sur les métiers du bâtiment. La clé est dans l'orientation, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit. Comment peut-on faire pour aller plus loin aujourd'hui sur un sujet qui ne date pas d'hier et sur lequel on parle, on discute depuis de nombreuses années maintenant? Moi, je constate une chose, c'est que, alors que l'orientation professionnelle est une des compétences de la région, compétence fonctionnelle de la région, elle n'y consacre qu'une part infime de son budget. 0,7% du budget général, pour être précis. Ça n'est pas assez. Et c'est d'autant moins utile que lorsque vous interrogez en particulier les chefs d'établissement, les proviseurs dans nos lycées, vous savez que
les lycées sont gérés fonctionnellement par la région, ils sont un certain nombre à se plaindre de ce que d'abord la région ne les rassemble pas pour discuter des grandes orientations qui pourraient être menées ensemble. C'est assez extraordinaire de penser qu'il n'y a pas de réunion des proviseurs à l'échelle régionale. Moi, je ne sais pas comment on administre quand on ne réunit pas ceux qui font tourner des établissements qui sont les directeurs d'école à Châlons, on les réunit régulièrement, si vous voulez. Je prends cet exemple sur un autre niveau d'éducation. On a besoin d'avoir un contact direct avec ceux qui vont peut-être, et c'est le but, ouvrir les portes des établissements. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si vous n'amenez pas l'entreprise dans le milieu scolaire, si vous ne permettez pas, et j'ai une idée en tête en vous disant ça, à des jeunes en particulier qui viennent de rentrer dans vos métiers, d'aller parler de leur métier, de leur perspective de carrière, de leur engagement, de leur volonté, de leur formation, à des jeunes qui sont dans une logique d'orientation professionnelle, alors vous ne rendrez pas les métiers accessibles. Et ça se joue pas simplement au lycée, ça se joue dès le collège. Or, vous savez comme moi qu'un certain nombre d'établissements sont rétifs à ce que les professionnels rentrent à l'intérieur des établissements pour présenter. Je vous donne 2 exemples rapides. Saône-et-Loire, le département a mis en place un bus de l'apprentissage. Très belle structure, bien montée, ludique, pédagogique, très bien. Je l'ai visité lorsqu'il est venu sur un collège de Châlons. Le responsable me disait la difficulté qui était la sienne à pouvoir pousser les portes de tel ou tel collège qui ne voulait pas le recevoir, puisque la logique c'était enseignement général, et donc on ne veut pas parler du tout des formations professionnalisantes. Deuxième exemple récent, j'étais dans le Haut-Doubs avec les acteurs de la ruralité il y a 3 jours maintenant. Le responsable des jeunes agriculteurs du Doubs me dit c'est la première année où on nous interdit l'entrée de certains établissements alors que nous voulons présenter nos métiers et que nous le faisons depuis des années, parce que vegan, parce que halal, etc. Pression des parents. Donc on voit bien qu'il y a une lutte à avoir, et c'est à la région de la mener aux côtés des professionnels pour que vous soyez admis dans ces établissements. Vous recrutez, il y a des tensions sur le recrutement, je le sais, y compris dans notre région. La clé, c'est l'orientation professionnelle, la formation bien évidemment, mais l'orientation professionnelle des jeunes, ça commence par là. Et ça, il faut une volonté politique de la région pour, dans le dialogue évidemment avec les chefs d'établissement, vous permettre d'y présenter toutes les formations et surtout les débouchés professionnels qui sont les vôtres. Donc vous, Président, les lycées, alors les collèges, c'est pas du ressort de la région, mais en tout cas les lycées ouvriront leurs portes aux apprentis, aux jeunes salariés et aux chefs d'entreprise du secteur du bâtiment. Je ne peux pas ouvrir une porte avec un pied de biche. Je dois avoir l'accord du chef d'établissement pour le faire. Mais s'il y a un contact régulier, direct, entre la région et les établissements, et notamment le président de région qui doit se mouiller sur cette question-là, et les chefs d'établissement, c'est possible. Pourquoi je vous ai parlé des collèges? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune relation entre la région et les départements. Cette relation n'existe pas. Demain, nous avons la volonté d'aller en coopération avec les départements sur un certain nombre de politiques. Et celle-ci en fera partie. Les entreprises, dans le bâtiment en particulier, sont confrontées à deux transitions très fortes et très profondes, la transition environnementale, la transition numérique. Je voudrais qu'on revienne sur ces 2 points-là. Vous avez évoqué tout à l'heure l'enjeu lié à l'artificialisation des sols. On a bien compris votre message sur le fait que vous allez rouvrir la possibilité de le faire. Il y a un autre enjeu qui est majeur, qui est celui de la rénovation du bâtiment existant. Et ça, pour les acteurs, pour les adhérents de la FFP, c'est évidemment absolument crucial. De quelle manière vous envisagez une politique régionale en faveur de la rénovation thermique énergétique des bâtiments? Alors, il y a déjà, je vais être très honnête avec vous, puis vous recevrez, je crois, tout à l'heure le représentant de la majorité sortante, il y a déjà des dispositifs qui existent dans le cadre régional pour soutenir la rénovation énergétique. Sauf que les retours que nous avons sur le terrain, c'est la complexité de ces dispositifs, et donc, pour une grande partie du public, leur inaccessibilité. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce que c'est quelque chose que nous reprochons, on va être très clair, nous reprochons à la majorité sortante d'avoir voté des dispositifs à son de trompe sans les rendre directement accessibles. Ils sont compliqués pour les particuliers qui n'ont pas des ressources d'ingénierie telles qu'il soit forcément évident de remplir tel ou tel dossier de demande. Ils sont également compliqués pour les collectivités, à 2 niveaux. D'abord parce que
Vous avez, vous le savez bien, on a des obligations dans les communes qui vont amener les collectivités, les communes en particulier, à adapter l'ensemble de leur parc immobilier. Ça a déjà commencé, c'est vrai en matière d'accessibilité, ça sera vrai demain, et ça commence déjà de l'être, en matière d'agrément thermique, d'adaptation au changement climatique. Bon, ça c'est la donne. C'est un chantier, mesdames, messieurs, vous le savez, absolument colossal à l'échelle de la France tout entière, et en particulier de notre région. Or aujourd'hui, lorsqu'un maire d'un petit village n'a pas un service dédié, moi je suis maire de Chalon-sur-Saône, ça me va bien, j'ai pas besoin de s'en remplir tout seul le dossier de demande d'aide de la région lorsqu'il s'agit de rénover tel ou tel logement, telle ou telle salle, etc. Mais vous avez un nombre infinitésimal de petites communes dans notre région. Sur 3700 communes, les petites communes sont 3500. Et encore, je pense qu'elles sont même un peu plus. Et aujourd'hui, nous trouvons des maires qui nous disent « Nous avons rempli tel et tel dossier à la région, pas d'interlocuteur pour en discuter, pas de suivi du dossier, nous avons dû le remplir tout seul sans avoir d'aide, et nous nous retrouvons avec une réponse négative au bout de mois d'attente qui ne nous permet pas d'aboutir sur la rénovation envisagée. » Exemple très concret que j'ai en tête lors d'un déplacement il y a quelques semaines dans le Jura. Et cet exemple, on peut le multiplier ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous créons un système, un service d'aide et d'accompagnement des communes, dès lors qu'elles doivent remplir leur dossier. Ça veut dire aussi, lorsque vous êtes particulier et que vous devez subventionner, solliciter différentes aides de différentes collectivités, notamment pour la rénovation énergétique de votre logement, il faut qu'il y ait un seul guichet, pas 36. Vous ne devez pas attendre 36 réponses, vous devez en attendre une seule. Ça veut dire concrètement que quand plusieurs collectivités se liguent pour soutenir une opération de rénovation, alors il y a un décideur, et la décision de celui-ci vaut acceptation du versement de la subvention pour l'ensemble des collectivités qui sont prêtes à participer. Ça, c'est le B.A.B.A. si on veut que demain, les aides qu'on vote et qui sont nécessaires soient réellement accessibles à l'ensemble des particuliers comme des communes. Merci pour cette réponse concrète. L'enjeu de la transition numérique dans le bâtiment, c'est par exemple le BIM qui se développe, qui a des impacts de toutes sortes, mais notamment ça veut dire des chantiers peut-être un petit peu plus compliqués à préparer en amont, notamment pour des petites entreprises. De quelle manière la région peut-elle accompagner les entreprises du bâtiment dans cette mutation? Bon, j'ai lu là aussi vos propositions. Je comprends parfaitement parfois la crainte que peut susciter cette nouvelle procédure, qui est très nouvelle, qui est énormément encouragée par l'État, au demeurant, mais qui nécessite quand même une autre façon d'appréhender le chantier, le suivi du bâtiment et l'agencement, j'allais dire, de vos travaux. Moi, je suis tout à fait disposé à faire droit à la demande de la FFB en disant qu'il nous faut plus de temps pour les entreprises. Il faut sans doute aussi un accompagnement financier parce que ça peut être pris en compte dans les contraintes nouvelles, puisque c'est quand même de l'argent supplémentaire aussi, enfin un coût supplémentaire pour vous. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de sujet particulier. Je pense qu'il faut que nous allions dans cette direction. Je pense qu'il faut surtout que nous laissions le temps à l'ensemble de vos chefs d'entreprise, dont un grand nombre sont seuls dans leur entreprise. Ne l'oublions jamais, c'est quand même une des particularités du secteur qui est le vôtre, avec un grand nombre d'entreprises avec une seule personne. Eh bien, laissons-leur le temps de s'adapter, et notamment, je crois que c'est un délai de 3 mois que vous demandiez dans les propositions nationales, si j'ai bien retenu, et ça, enfin, pour moi, ça me paraît absolument nécessaire. Vous comprenez, les appels d'offres demain doivent être proches de ceux qui peuvent y répondre localement. Bon. Ça veut dire, par exemple, qu'au lieu de faire des grands marchés qui ne seraient accessibles qu'aux très grands groupes, il vaut mieux lotir les marchés pour les rendre accessibles plus facilement aux petites entreprises. Ça veut dire aussi que quand des contraintes nouvelles, alors qui peuvent être une opportunité, celle que nous venons de détailler peut en être une à terme, mais c'est nouveau et ça demande donc du temps, il faudra accorder ce temps. Enfin, je ne peux pas vous dire mieux que de mettre la région à la disposition du secteur économique pour que l'impôt du contribuable, qui est sacré, parce que l'argent du contribuable est sacré, serve d'abord aux entreprises locales et donc à l'emploi. Voilà, tout simplement. Alors il y a une contrainte qui pèse en ce moment, en particulier en ce moment sur l'activité du BTP, c'est la pénurie de matières premières. Alors c'est pas la région qui va produire du béton ou de l'acier, on est bien d'accord là-dessus. Néanmoins, de quelle manière vous pouvez prendre en compte cette problématique qui visiblement devient de plus en plus cruciale, y compris pour le respect des marchés qui ont été conclus. De quelle manière vous pouvez répondre à cette problématique? Il y a début d'année, ou février peut-être, j'étais à Belfort, dans un des déplacements nombreux que nous faisons en ce moment. Et c'est là la première fois où les chefs d'entreprise du bâtiment ont commencé de parler du souci
qui était le leur. Aujourd'hui, on est en train d'annoncer des décalages de chantier, parfois substantiels, par manque d'approvisionnement, enfin en tout cas difficulté d'approvisionnement, sans même parler des difficultés que vous avez, vous, pour tenir des devis, dès lors que vous avez une augmentation de 30% parfois des matières premières qui vient peser très lourdement sur votre propre approvisionnement. Vous l'avez rappelé, je vais la jouer modeste en la matière, la région n'a pas, avec ses à peine 3 millions d'habitants, le poids suffisant pour changer les règles d'un marché mondial qui pèse énormément. En revanche, elle peut, dans les marchés qu'elle passe pour son propre compte, avoir la souplesse nécessaire pour comprendre les difficultés du monde économique auquel elle s'adresse, et donc redoubler de vigilance pour qu'il n'y ait pas de phénomène de dumping au profit d'entreprises qui bénéficieraient d'une niche ou d'un approvisionnement moins onéreux. Je le redis, la priorité, et je vais sans doute à l'encontre des règlements européens et de la philosophie des marchés publics en disant ça, mais je l'assume, la philosophie de la région, c'est d'aider l'emploi local. Et donc, dans les cahiers des charges, d'insérer le nombre de clauses nécessaires pour que ce soit d'abord les entreprises de la région qui obtiennent des marchés. C'est dans cette condition-là qu'il peut y avoir, je pense, un peu de souplesse, en tout cas un peu de permanence dans l'investissement régional pour aider les entreprises qui ont, disons-le, un sale moment à passer en la matière. Mais c'est une promesse tenable, rassurez-nous. Mais c'est une promesse tenable à condition qu'il y ait de la volonté politique. Oui. Alors, vous allez faire de moi un veau qui existe jusqu'au bout des ondes. J'ai déjà pas réagi la dernière fois, j'ai quand même d'autres amis en politique, mais j'aime bien ce que Laurent Wauquiez a fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Parce qu'on a dit, c'est pas possible, la préférence régionale, c'est contre les réglementations, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inséré un certain nombre de clauses dans les cahiers des charges qui permettent d'avoir des approvisionnements locaux, qui permettent d'avoir des délais d'intervention très courts dès lors qu'il faut revenir sur un chantier, régler un problème. On a aujourd'hui, en respectant la loi, la possibilité de créer un certain nombre de conditions qui amènent les entreprises locales, en tout cas dans la proximité, à avoir un avantage par rapport à des entreprises très lointaines. Et il va bien falloir que nous rusions, encore une fois. La concurrence est une belle chose, elle permet de tirer les prix. Mais lorsque la concurrence n'est pas loyale, elle permet surtout de détruire des entreprises et donc de l'emploi. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est de relocaliser notamment celles et ceux qui pourront répondre aux appels. Question flash dans la salle. Monsieur Labouret, président. Vous parlez de l'emploi tout à l'heure. On forme beaucoup dans le bâtiment, avec des structures, avec une propre structure de formation. Aujourd'hui, on forme avec ASPA, GRETA, nos CFA. Nos CFA, ça sort facilement dans les entreprises. Mais dans les autres structures qui sont du lycée, qui sont il y a des grandes formations. Et au bout de la formation, ces gens-là, on ne les retrouve plus chez nous. Alors ils sont... je voudrais bien savoir. Je voudrais un suivi. Au bout, en disant, cette personne a été formée pour tel métier. Qu'est-ce qu'il en advient dans les 6 mois, dans les 1 an qui suivent? Et ça, c'est un phénomène que vous estimez récurrent aujourd'hui? Ah, mais toujours. Je suis en train de monter des projets avec la région et les Pôle emploi, tout ça. Oui. Dans l'idée ça, parce que c'est très assez. Ça veut dire que ces jeunes suivent une formation, alors soit jeunes ou moins jeunes. Jeunes ou moins jeunes, et soit ils quittent la région, soit ils sont embauchés dans une autre activité, ou pas embauchés, ou ils retournent en formation, ou au chômage. Bon. Ça s'appelle un problème de société, Monsieur le Président. D'accord Voilà. Oui, alors comptez sur moi pour l'ouvrir assez grande pour dire ce que j'en pense. Cela dit, vous savez que je ne suis ni le législateur ni le gouvernement, mais en tout cas, il me semble que le rôle des présidents de région, c'est aussi d'avoir les yeux grands ouverts sur les problèmes qui se posent et de les faire remonter au ministère, qui sont quand même des interlocuteurs assez réguliers des présidents de région. Voilà. Mais je ne peux pas aller au-delà, parce que là, pour le coup, vous m'accuseriez de prendre des promesses que je ne suis pas certain de pouvoir tenir. Mais je suis d'accord avec vous sur le sujet. Compris. Une autre question? Je vais compléter ma réponse au président. Parce que là, vous me donnez un exemple concret de ce qui ne va pas. Moi, ce que je souhaite, et je l'avais dit d'ailleurs il y a une semaine, ici même, c'est qu'on ait, par filière d'activité économique, des rencontres régulières entre le monde économique et les élus régionaux. Aujourd'hui, ce n'est pas institutionnalisé en tant que tel. Il faut que demain, ces échanges que nous avons, vous voyez typiquement le problème que vous venez de m'exposer, ces rencontres doivent devenir régulières.
Le président de région, il a beau être très malin, je ne parle pas de moi en l'occurrence, hein, je parle en abstrait. Le président de région, il a beau être le plus malin du monde, il ne peut pas tout connaître. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas ces rencontres régulières, vous ne pouvez pas traiter les problèmes. Donc moi, j'ai oublié de le dire dans la présentation générale, mais c'est l'occasion qui m'en est donnée par votre exemple, il faut qu'on ait un dialogue régulier par branche d'activité pour pouvoir répondre le plus efficacement d'une année sur l'autre aux problèmes qui se posent. Et j'ai la deuxième question pour monsieur. J'ai bien entendu votre souhait d'une préférence régionale. Ouais, j'ai vu que ça vous plaisait pas. J'ai vu que ça vous plaisait. Ça me plaît beaucoup, mais j'ai des doutes. Ouais, mais j'ai bien vu que ça vous plaisait pas. Beaucoup pour essayer. C'est le doute que j'exprimais tout à l'heure sur la faisabilité juridique. C'est ça qui vous interroge. C'est bien d'avoir envie. Mais monsieur Platret a l'air sûr de son coup. Comment vous le faites? Alors déjà, ça a été possible. Je vous assure, allez voir ce qui s'est passé en Auvergne. Encore une fois, vraiment, je vais être le tropiste Vauquier ici, mais allez voir ce qui s'est passé en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous dis... Alors, je vais vous donner un exemple dans un autre secteur. Comment moi je suis arrivé à le faire, et d'ailleurs c'est un projet qu'on voudrait aussi pour la région. Comment je suis arrivé à relocaliser l'approvisionnement des cantines scolaires de ma ville de Châlons. Et d'ailleurs, on a un objectif aussi pour les cantines scolaires des lycées, puisqu'elles sont gérées par la région, de 80% de produits régionaux à la fin du mandat, si on était. Comment est-ce qu'on a fait? De manière très simple. Théoriquement, vous ne pouvez pas mettre ex abrupto, nous voulons que vous travaillez dans un rayon de... Donc on a biaisé. On a inclus une clause qui demande aux prestataires, qui a été renouvelée il y a 3 ans, de trouver le moyen d'emmener tous les gamins qui mangent à la cantine sur le lieu de production de la viande qui est servie dans l'assiette. Bien, croyez-moi, malgré la grande tentation de s'approvisionner en Amérique du Sud, la perspective d'avoir à payer 2000 billets aller-retour pour la Bolivie a refroidi certaines ardeurs. Et aujourd'hui, on a un approvisionnement ultra local en viande en particulier et à 80% régional. Ce que je dis, c'est un exemple qui n'est pas celui du bâtiment. Mais ce que je dis simplement, c'est que dans la définition des cahiers des charges qui accompagnent les lancements d'appels d'offres, il y a un certain nombre de clauses qui sont possibles dès lors que vous voulez travailler avec des entreprises locales. Par exemple, et d'ailleurs je crois que vous l'abordez dans vos 15 propositions, la clause d'insertion sociale avec des apprentis dans l'entreprise. Je l'ai vu ça, il me semble, à un moment donné. Et on a un fascicule de la région, qui est fait sur 3-4 ans, Oui. où justement tout ce que vous dites, applicable dans les marchés publics. Voilà. Vous allez le retrouver. Bon, donc voilà, il y a moyen, je ne vous dis pas que c'est du 100%, mais il ne faut pas non plus tomber sous le dogme, il faut que la libre concurrence joue. Parce qu'elle est aussi protectrice de l'argent du contribuable, quelque part. Vous comprenez, on ne peut pas toujours aller sur le moins disant, le plus disant. Il faut qu'on soit concret, parce que c'est aussi l'argent du contribuable. Sauf que, en respectant cela, c'est l'inclusion de clauses de proximité dans les marchés, et ça c'est légal, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas être arrêté au contrôle de l'égalité. Je ne vous parle pas de faire des choses illégales. On m'a parfois accusé de l'avoir tenté de le faire comme maire de Chalon-sur-Saône. Mais j'assume de vouloir faire bouger un peu la réglementation de temps en temps. Mais je vous parle de clauses légales, mais qui permettent de relocaliser les entreprises qui peuvent répondre. Voilà, donc ça n'est pas simple, mais d'autres régions y sont arrivées, et je vous redis que l'exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes doit nous montrer le chemin. Il y a une partie des appels d'offres qui ont été relocalisés grâce à ce système de clauses plus localisées elles-mêmes. Merci beaucoup, Gilles Platret, pour votre intervention cet après-midi. Merci à vous. Bonne journée.